Bonsoir et bienvenue dans cette partie, cette suite plutôt liée à la vidéo où nous avions commencé à parler de l'affichage et essentiellement de l'affichage en mosaïque. Donc ici on est dans une partie un peu plus amusante quelque part puisque on va parler d'animation et donc on va s'atteler à réaliser l'animation du personnage principal du jeu. Alors quand on parle d'animation, c'est toujours un petit peu tricky, dans le sens où, bon, voilà, l'animation, ça fait référence à la cinématique, hein, donc c'est-à-dire la branche de la mécanique qui étudie les trajectoires, je dirais, indépendamment de leur cause. Et quelque chose qu'on retrouve souvent dans cette partie, quelque chose de relativement simple que certains d'entre vous ont déjà sans doute vu ou verront durant leurs humanités, c'est ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. Et donc on va voir ici que la plupart des déplacements de personnages suivent un mouvement rectiligne uniforme, sauf dans certains cas plus complexes qu'on verra dans une vidéo ultérieure, notamment quand on traitera par exemple des sauts. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur la cinématique, hein, donc on entend le mot cinéma dedans, et donc c'est pas tout à fait anodin, puisque bon, le cinéma, ça fait référence quelque part à des images en mouvement, où on utilise par exemple la persistance rétinienne, hein, donc là on n'est plus dans la méca, on est plutôt dans de la biologie, la persistance rétinienne de l'œil qui va nous permettre, si on arrive à afficher 24 fois, si vous voulez, la totalité de l'image sur une seconde, cette persistance rétinienne va jouer et va fixer l'image. Ok, donc quand on parle par exemple de frames per second, hein, donc ce qu'on appelle le FPS, si vous voulez capter, ou en tout cas que l'image ait un rendu plus ou moins acceptable, il faut arriver à un peu plus de 24 images par seconde. Alors les FPS, donc le frame per second, c'est en général ce que le GPU, le CPU combinés peuvent produire. Donc c'est quelque part lié à la puissance du PC. Alors il y a un autre élément très important qu'il faut retenir justement dans ces images en mouvement en fonction du temps. C'est, j'en avais parlé dans la vidéo sur consacrée à l'architecture ou à la structure des ordinateurs. C'est ce qu'on appelle le circuit de clock, donc c'est ce qui va donner quelque part le tempo au processeur et donc qui quelque part va définir un écoulement de temps pendant lequel certaines opérations vont pouvoir se faire. Donc quand on est évidemment à plusieurs gigahertz, ça veut dire qu'on peut traiter plusieurs milliards d'opérations par seconde. On se rend compte évidemment que le temps pour réaliser une opération c'est 1 sur 1 milliard, donc c'est relativement petit. Alors, je dirais que ce taux, quelque part, d'image, donc ce FPS, ce frame per second, est directement lié évidemment à la fréquence de la clock. Donc il va être très, très lié au CPU, parce qu'évidemment si vous avez un Central Processing Unit qui contient plusieurs cœurs, bah, il est évident qu'il aura une capacité de traitement plus élevée que si vous avez un seul cœur, et donc ça dépendra également de la charge. Donc la problématique, quand on crée des jeux aujourd'hui par rapport au temps héroïque où moi j'ai commencé, hein, dans les années 80, où on travaillait avec des ordinateurs 8 bits, qui étaient donc pour la gamme d'ordinateurs donnés, tout fonctionnait à la même fréquence. C'était des processeurs qui pouvaient être des 6502, des Z80 dans ce que moi j'ai connu, ou des 68000 pour les plus chanceux. Mais en général, ce processeur était connu, donc quelle que soit la machine que vous utilisiez, bah, il tournait, par exemple, si je prends le Z80 à 3 MHz, hein, ce qui est un peu ridicule aujourd'hui comme fréquence, et c'était des operating systems qui étaient pratiquement inexistants, donc on avait par exemple le BASIC qui était chargé directement et qui était évidemment qui ne permettait que de gérer un seul processus à la fois, puisque quand vous lanciez votre programme, ben, à part quelques interruptions,
tout le temps CPU était associé à votre programme. Donc c'était à l'époque très très facile de faire des jeux, puisque quelque part, si vous développiez un jeu, bah, vous étiez sûr que, quelle que soit la machine, le taux d'occupation du CPU était le même. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus aucun sens avec la gamme de PC, la variété de PC qu'on a, donc il va falloir trouver des systèmes pour arriver à gérer ce temps, et c'est ce qu'on verra ultérieurement. Alors, une autre notion utile quand on fait quand on écrit des jeux vidéo et qu'on travaille notamment dans la partie cinématique, c'est la modélisation. C'est-à-dire que votre jeu, il se déroule dans une espèce de monde. Okay. En général, ce monde, il est très calqué sur le monde réel. C'est une modélisation du monde réel, mais très souvent, on a des différences quand même assez notables. Par exemple, dans la plupart des jeux, les personnages ont des capacités, par exemple, je prends les jeux de plateforme où le personnage peut sauter, ont des capacités de sauter plusieurs fois à leur hauteur. Ce qui dans notre monde, à moins que vous soyez vraiment un athlète accompli, et encore, est pratiquement impossible. Donc cette modélisation, elle va se baser sur différents aspects qu'il va falloir considérer. Donc tout d'abord, il va déjà falloir définir une espèce de métrique, hein, c'est-à-dire une manière de mesurer les distances. Alors de manière très simple, nous on va travailler plutôt en pixels, plutôt que de travailler en mètres. Et cette métrique, cette mesure de distance, évidemment, va être liée à ce qu'on appelle la topologie du jeu. Donc, c'est la manière dont cette distance sera mesurée. Alors, dans le jeu qu'on va utiliser ici, ça va être une topologie plane, hein, plutôt avec une distance plutôt euclidienne. Mais évidemment, on peut avoir des jeux, par exemple, si vous prenez certains jeux comme les Mario d'une certaine époque, ou je crois les Pac-Man faisaient ça aussi. Vous avez votre personnage qui rentre d'un côté du jeu, et puis quand il arrive à la fin de l'écran, il sort et il revient à la position de départ. Donc en gros, il avance, il sort de l'écran, il revient à la position de départ. Donc là, on est plus sur une topologie cylindrique. Si vous voulez modéliser un monde qui se passe, par exemple, sur un monde similaire au nôtre, hein, nous on vit sur une sphère, donc fatalement, c'est une topologie sphérique. Hein, donc si vous allez tout en haut, si vous allez tout le temps dans la même direction, vous revenez à votre point de départ. Hein, puisque fatalement c'est une topologie sphérique dans ce cas-là. Et donc la notion de distance peut être considérée comme étant différente. Évidemment, la distance sur une sphère n'est pas mesurée de la même manière que la distance sur un plan. Donc la topologie et la métrique qu'on va utiliser pour mesurer les distances dans cette topologie font partie vraiment de la modélisation du jeu. Outre aussi un autre aspect très important qui est l'aspect physique de ce monde. Ce monde aura probablement une gravité. Si vous gérez, on va voir dans le jeu ici, on va gérer un seau, évidemment il y a une gravité. Alors cette gravité, voilà, j'ai dit, on mesure ici les distances en pixels et pas en mètres. La gravité qu'on va utiliser dans le jeu ne sera probablement pas la même que la gravité du monde réel, puisque le personnage arrivera à faire des sauts qu'il ne pourrait probablement pas faire dans le monde réel. Donc on peut imaginer soit il est très très fort, ou soit simplement la gravité n'est pas la même. Mais bon, tout ça, c'est laissé à l'appréciation du développeur et à la manière dont on veut rendre le jeu quelque part jouable, indépendamment un peu de certaines considérations pratico-pratiques liées à la physique. Donc c'est pas la même physique que nous, hein, ça sera pas la même gravité, il y aura des choses il y aura des comportements qui seront un peu différents, hein, notamment une topologie cylindrique. Dans notre monde habituel, c'est plutôt assez rare. Donc voilà. Mais donc ça, c'est des choses qu'on prendra quand même en considération. Alors quelque chose de très important quand on parle d'animation, c'est la notion de sprite, ou mal traduit en français par lutin. Hein, donc j'utiliserai presque jamais la dénomination lutin. Moi, j'aime bien appeler ça... J'aime bien appeler un chat, donc j'appellerais ça des sprites. Et en plus, le sprite étant une de mes boissons favorites, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les sprites, c'est qu'en général, un sprite, c'est une espèce de mosaïque, mais qui est capable de gérer ce qu'on appelle une transparence, c'est-à-dire elle ne va pas détruire le décor quand on va l'afficher. Alors ce sprite en tant que tel fait en général partie d'une entité plus importante
que je vais appeler un anima, c'est-à-dire un objet en mouvement dans un décor. Donc en général, cet anima, il va gérer des états. Donc il va être en déplacement, il va être en arrêt, il va être en position de saut, etc. Et cet anima va contenir toute une série de sprites qui vont justement permettre de matérialiser, si vous voulez, ces états. Alors, si ceux qui ont programmé en Scratch, on appelle ça des costumes, hein. Donc c'est vraiment ça, l'idée. Donc un costume, si vous voulez, c'est un sprite. Okay. Autre propriété de l'anima, c'est la position. La position sur l'écran, évidemment, hein, sur sa position XY. Et ça, on avait vu que comment positionner un élément sur un écran. Et une vitesse. Parce que comme je l'ai dit, on va déplacer un personnage, donc on va donner une opération par exemple d'incrémentation de position, mais cette incrémentation se fera durant un laps de temps qui sera lié à la clock. Hein, c'est-à-dire que si évidemment votre clock est très élevée, parce que justement, enfin la clock est toujours la même, mais si j'ai envie de dire euh, il n'y a pas trop de charge sur le processeur et que vous pouvez faire énormément d'opérations en peu de temps, il est évident que la vitesse sera beaucoup plus élevée que si vous êtes sur un processeur complètement chargé qui n'arrive pas à avancer. Hein, donc chaque fois qu'on fait une opération, ça se fait durant un time slice bien précis, et ce time slice va nous donner une notion de vitesse. On verra juste après un peu plus en détail ce que ça signifie. Le sprite, donc comme je l'ai dit, c'est une mosaïque avec transparence. Donc en général, c'est une texture particulière, puisque c'est une texture qui gère justement la transparence, comme je l'indique ici. Il aura un rectangle dans cette texture qui va indiquer évidemment sa position, enfin, le rectangle qui va lui permettre d'être copié, et on va lui attribuer aussi normalement un plan de profondeur. C'est-à-dire que bon, ici dans le jeu qu'on va développer, c'est pas très très important, mais il faut savoir que vous pourriez avoir dans certains décors des éléments mosaïques qui sont en avant-plan par rapport à votre sprite et d'autres qui sont en arrière-plan par rapport à votre sprite. Et donc c'est très important de pouvoir quelque part gérer cette notion de profondeur, parce que c'est pour savoir qu'est-ce qui apparaît en premier. Est-ce que c'est votre sprite qui apparaît en premier, ou est-ce que c'est l'élément de décor qui va passer devant ou éventuellement passer derrière. Donc ça c'est aussi une notion assez importante, cette notion de profondeur. Donc on a vu qu'on travaillait sur deux axes X et Y, mais on peut définir un plan Z, enfin pas un plan, mais un axe Z qui va pouvoir déterminer où on se positionne par rapport à cette profondeur. Alors donc je reviens rapidement sur cette notion de vitesse d'un objet, hein, donc le fameux mouvement rectiligne uniforme. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ça sera c'est un petit peu théorique. Pour ceux qui ont vu, c'est juste un rappel. Donc en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir concrètement une réponse à un événement, par exemple appui sur une touche de droite, touche de gauche, etc., qui va modifier évidemment la position de mon anima et donc des sprites associés. Et donc, en fait, quand on observe cette position d'un objet, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, on va remarquer que, bon, ici j'ai pris un déplacement vertical, hein, donc sur l'axe des Y, mais ça aurait pu être un déplacement horizontal, c'est exactement la même chose. Donc, pour simplifier, je ne vais pas considérer un déplacement oblique, je vais juste considérer le déplacement vertical en Y. Il est évident que ce déplacement, il ne se fait pas de manière instantanée. Donc tous les X laps de temps, je vais avoir, hein, au temps 0, je serai à la position Y égale 0, à un temps 1, je serai à la position Y égale 1 tiers, à un autre temps, je serai à la position Y égale 1 demi, et etc. jusqu'à un certain temps où j'aurai atteint la position maximale. Et donc si j'observe le déplacement de ce mouvement par rapport à l'axe des temps, eh bien j'observe cet objet particulier en mathématiques qui s'appelle une droite
Et bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ben, vous verrez plus tard, mathématiquement, une droite, ça se traduit par l'équation y égale mx. Hein. Or ici, je travaille avec le temps, donc je vais utiliser t plutôt qu'un x classique. Et la constante ici, hein, parce que bon, le taux d'accroissement de la droite, donc la manière dont l'axe des y va augmenter, bah, se fait de manière constante au fil du temps. Et cette constante s'appelle v, donc la vitesse. Et donc je peux déterminer que la vitesse est égale à y divisé par t, c'est-à-dire l'espace sur le temps. C'est une constante qui s'exprime en général en mètres par seconde dans la physique. Ici, on va plutôt l'exprimer en pixels par milliseconde ou en pixels par seconde, c'est un peu comme on veut. Et normalement, il s'agit d'une constante vectorielle, c'est-à-dire c'est une grandeur qui a une direction. Elle a un sens et une direction bien définie. Donc voilà. Donc la vitesse, c'est pas simplement, vous ne pouvez pas définir une vitesse en lui donnant juste une intensité de vitesse, mais vous devez aussi lui donner la direction dans laquelle cette vitesse s'applique quelque part. Donc là, on est en plein dans de la cinématique, on est en plein dans le mouvement rectiligne uniforme. C'est l'équation simplifiée d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est ce fameux x ou y égale v multiplié par t, ou v égale y sur t, c'est-à-dire l'espace sur le temps. Alors, je reviens donc à ces notions de fréquence, hein, qui ne sont pas toujours très simples à comprendre. Donc, j'ai dit ici que normalement, quand on fait une incrémentation de la position, qu'elle soit en Y ou en X, eh bien, on va déplacer d'un nombre de pixels pendant un laps de temps donné, que je vais appeler delta t. Alors, si je travaille par exemple à 2 GHz, hein, donc ça c'est la fréquence du processeur 2 GHz, le delta t théorique, ben, c'est l'inverse de ma fréquence, donc ça sera 1 sur 2, ça sera 1 sur 2 GHz. Donc ça va me donner une valeur relativement ridicule, hein, pour un delta t, et donc évidemment toute cette petite valeur de temps totalement proche de 0, ben, je vais incrémenter de x, enfin je vais incrémenter mon x de 1, donc je vais avoir une incrémentation extrêmement rapide. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit précédemment, ce delta t, entre guillemets, le delta t vrai, lui va être lié à la fréquence du CPU, au nombre de cœurs, à la charge, etc. Et donc il sera tout le temps variable. Donc c'est pas quelque chose de génial de fixer le delta t par rapport à la charge du processeur. Donc on aimerait le fixer par rapport à quelque chose de plus réaliste, ou en tout cas de plus constant. Et ici on aimerait fixer le delta t par rapport à la fréquence de balayage de l'écran. Donc je vais venir là-dessus, mais il faut savoir que quand un écran construit une image, eh bien il travaille en général à une fréquence donnée, ce qu'on appelle le frame rate quelque part, qui en général peut être 60 Hz ou 100 Hz, hein, ça dépend, ou voire plus, hein, ou on peut même avoir des frame rates variables maintenant qui sont fixées directement par le GPU, mais enfin ici on va se fixer un framerate par exemple à 60 Hz. Et donc en faisant ça, eh bien ça veut dire que quelle que soit la machine sur laquelle je travaille, le nombre de cœurs qu'elle a, la charge qu'elle a, etc., mon delta t sera toujours le même puisque lié à la fréquence de balayage de l'écran. D'accord. Donc en général, on va utiliser un delta t de 1000 divisé par 60, puisque c'est 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde divisé par 60, 60 Hz. Le delta t, le temps est égal à l'inverse de la fréquence. Donc la période est l'inverse de la fréquence. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, ça doit vous rappeler des souvenirs. Pour les autres, voilà. Quand on parle de fréquence, en général, il y a toujours un temps associé, ou en tout cas une période de temps associée, et cette période de temps est simplement l'inverse de la fréquence. Un exemple bête, ben voilà, quand on parle d'un, comment je vais dire, d'un disque par exemple, on avait des disques avant, on parlait pour écouter de la musique, vous n'avez peut-être pas connu, on parlait d'un 45 tours, ça veut dire qu'il faisait 45 tours en une minute, quoi. Ok, donc si vous vouliez avoir la fréquence, ben, il suffisait simplement d'inverser.
ou plutôt avoir le temps, il suffisait d'inverser. Alors pour contrôler justement ce temps et se fixer à 60 fps à 60 frames par seconde, on a deux fonctions de la SDL, enfin une fonction très importante qui est le getTick. Alors le getTick, il vous donne simplement le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le lancement du programme. Et donc ça va nous permettre de calculer en prenant un getTix à un temps 0, puis un getTix à un temps 1, en faisant T1 moins T0, on va voir le temps écoulé. Et on pourra utiliser le fameux SDL delay qui lui va nous permettre d'attendre pour se synchroniser sur le temps restant. Donc si j'ai un getTick qui est un delta du getTick, le T1 moins T0 qui est bien plus petit que 1000 sur 60, eh bien je pourrais demander un délai qui sera de ce 1000 sur 60 moins le getTick calculé. Et donc à ce moment-là, le programme, si vous voulez, attendra avant d'incrémenter. Donc le X sera incrémenté, mais le prochain incrément de X ne viendra pas tant que ce délai d'attente n'aura pas été terminé. Et l'intérêt d'utiliser le SDL delay plutôt que de faire une boucle, je pourrais faire une boucle d'attente qui ne sera pas tout à fait pratique, c'est que quelque part il est précis et en plus il met mon programme en sleep. Donc ça veut dire qu'il dit au processeur, écoute, ce programme-là il dort, donc c'est pas la peine de revenir dessus, tu peux passer à autre chose, travailler à autre chose, mais quand le délai sera écoulé, tu réveilles le programme et tu passes à l'incrément suivant. Donc ça, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, je pense que c'était dans les fonctions, où j'expliquais justement que quand on travaillait par exemple en concurrence, c'était très intéressant de faire dormir des programmes, parce que ça permettait justement de gagner du temps processeur, plutôt que d'utiliser le time slice classique. Bon, il ne faut pas trop s'embêter avec ça, c'est plus de l'optimisation, c'est pas très grave si on ne le fait pas, en particulier si on travaille sur une application qui tourne en full screen, mais si c'est une application fenêtrée, c'est toujours sympa de rendre du temps CPU pour les autres applications. Alors, j'ai parlé du framerate tout à l'heure, donc voilà, c'est un petit peu l'idée ici. Donc, ça, c'est un affichage typique d'image sur les tout vieux moniteurs, ce qu'on appelait les tubes cathodiques. Et donc sur le tube cathodique, en gros le principe c'est un canon à électrons qui lançait un faisceau électronique sur une partie, si vous voulez, la face avant de l'écran, qui était couverte d'une matière luminescente, et donc quand cette matière était frappée par le faisceau électronique, elle émettait de la lumière, et suivant l'intensité qu'on mettait dans le canon à électrons, on avait une lumière plus ou moins forte, ce qui était pratique pour donner une image monochrome. Et donc l'idée, c'était de déplacer le flux d'électrons via des champs magnétiques ou des champs électriques de la gauche vers la droite. Et quand on arrivait à la fin de l'écran, à la fin du balayage horizontal, et bien à ce moment-là, on avait une interruption qui était lancée, qui nous disait attention, là, on vient de terminer de dessiner une ligne, ce qu'on appelait le H-sync, la synchronisation horizontale. Et donc ensuite, le système électronique de pilotage, si vous voulez, modifier le champ pour faire descendre le faisceau d'électrons et le faire revenir à sa position initiale. Et donc on traçait la seconde ligne, puis la troisième, la quatrième, etc. jusqu'à la 200e ou 192e ligne. Et là, quand on arrivait à la fin de la dernière ligne, on n'avait plus un nouveau balayage horizontal, mais on devait ramener, si vous voulez, le faisceau d'électrons à sa position initiale, puisque l'image était terminée, et c'est ce qu'on appelle la synchronisation verticale ou le V-Sync. Alors il faut savoir que dans les écrans LCD, on balaye plus tout à fait de la même manière. Par contre, le V-Sync est toujours utilisé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le V-Sync, c'est une interruption qui est remballée directement, non pas, qui n'est pas définie directement par le GPU, mais qui est gérée par le moniteur. Donc c'est le moniteur qui dit au GPU, attention, là je suis arrivé à la fin. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, puisque quelque part vous avez une synchronisation de temps qui vient d'un périphérique extérieur, qui ne dépend pas de la charge du CPU ou du GPU,
et qui est assez constant puisque le taux de rafraîchissement, il est lié quelque part au moniteur. Et donc ça, c'est une façon de synchroniser le temps, hein, pour se rendre indépendant du nombre de cœurs, du type de CPU, de sa fréquence, de sa charge, etc., en utilisant justement la synchronisation verticale. Alors, il y a ce qui est très important aussi, d'utiliser plutôt la synchronisation justement du moniteur, c'est d'éviter les effets de déchirement ou ce qu'on appelle aussi de temps à autre les tearing effects. Et donc, je vais détailler un petit peu. Vous connaissez sûrement ça dans certains jeux un peu mal faits. À un moment donné, on a l'impression que l'image saccade parce qu'on voit qu'une partie de l'image a été dessinée. Hein, par exemple, j'ai un déplacement vers la droite, mais mon personnage a déjà été dessiné, donc poussé vers la droite, mais tout n'est pas terminé, et donc le reste de l'image est l'image précédente, c'est-à-dire le déplacement qui n'a pas encore été effectué. Et donc j'ai comme ça un déchirement d'image, je montrerai un peu plus en détail. Alors il y a plusieurs façons de liquider ce problème de déchirement. C'est soit de travailler sur une surface de travail. Si par exemple le temps de génération de ma surface prend plus euh, qu'un soixantième de seconde, et aussi ce qu'on appelle donc le flip de la surface du travail, de la surface de travail sur la surface à afficher, à la synchronisation V-Sync. Alors tout ça a l'air très compliqué, et c'est vrai que ça l'est quand même un petit peu, mais tout ce travail nous est directement caché, est automatiquement réalisé quand on utilise la fonction SDL Render Present qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. Dans la SDL2, dans la SDL 1.2, c'est un petit peu plus compliqué, il faut utiliser des surfaces de flip. Ici, c'est géré automatiquement puisque quand on copie les différents éléments, il va présenter la texture associée au render en tenant compte justement de cet effet de tearing et en s'arrangeant pour ne pas qu'il apparaisse. Alors voilà, ça c'est typiquement l'exemple d'un effet de déchirement. Ce qui se passe, c'est que j'ai un GPU qui est très rapide, hein, et qui s'amuse à générer plusieurs frames sur un temps de V-synchronisation, mais pas de bol, il a généré la frame 0, la frame 1, la frame 2, pendant que le moniteur était en train de s'éclairer, et il a commencé à afficher une partie de la frame 3, mais pas la totalité. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où l'image va être construite, eh bien j'aurai le frame 3 ici, la partie générée, mais pour ce qui est du reste qui n'a pas été généré, ça sera toujours le frame 2. Et donc si par exemple mon frame 3 c'est le carré qui a avancé de 1 ou 2 pixels, eh bien j'aurai cet effet de saccade, je n'aurai plus un carré, mais j'aurai quelque chose de déformé. Donc ça c'est quand on laisse le GPU agir à sa guise, sans aucune synchronisation avec le framerate du moniteur. Alors ici, ce qui va se passer, si je synchronise, l'idée justement, comme je vous l'avais expliqué, c'est d'utiliser le fameux SDL delay. Donc là, je vais générer une frame et puis je ne vais plus rien faire. Et au VSync, je vais afficher ma frame. La même chose, je vais faire la frame 1 ici, je vais attendre le VSync suivant, j'aurai la frame 1. Et donc ça sera évidemment plus lent à calculer, hein, je pourrais calculer beaucoup moins de frames, mais c'est pas très très important. Mais au final, ça m'évitera d'avoir un effet de saccade. Alors là où je pourrais avoir un problème, c'est si effectivement le traitement ou le dessin dans mon frame prend plus que le VSync, parce que c'est un écran complet, j'ai énormément de choses à rendre dedans, et donc ça dépasse le VSync, là je vais me retrouver à nouveau avec ce foutu effet de déchirement. Et donc une autre façon d'éviter ce problème, comme je l'ai dit, c'est de travailler avec une surface tampon, une surface de buffer, hein, une surface de travail quelque part. Et donc là, je vais commencer à dessiner ma frame. Hein, je vais faire tout le rendu que je dois faire. Et donc ça c'était mon ancienne frame 0. Donc pour la nouvelle frame, ça va prendre un temps, ça va dépasser le VSync. Ici, j'afficherai toujours la frame 0. Hein,
puisque le buffer sera pas fini. Et puis quand le buffer sera fini, je vais simplement le copier sur la surface à afficher. Et là, je vais pouvoir faire le flip, c'est-à-dire quelque part, quand j'aurai le rendu au V-Sync suivant, j'aurai le frame 1, mais qui sera complètement dessiné. Donc ça peut donner des effets de lenteur. On peut avoir l'impression que le système réagit un peu moins vite, bien qu'en 60 images par seconde, si vous en ratez, si vous synchronisez, si vous en faites une sur deux, vous êtes quand même à 30 images par seconde, donc je vais dire ça va, on n'est pas dans un résultat catastrophique, mais voilà, ça c'est une façon d'éliminer cet effet de déchirement si vous avez des rendus beaucoup plus complexes. Donc ça couvre quelque part la partie synchronisation et la partie vitesse, puisque comme j'ai dit, si vous avez des temps d'attente comme ça, évidemment ça va impacter le nombre de points le nombre de pixels dont vous déplacez votre anima ou votre sprite pendant un temps donné, donc tant que vous allez synchroniser notamment avec le V-Sync du moniteur. Il y a un autre point dont j'aimerais parler qui est la transparence. La gestion de la transparence, on a dit le sprite c'est une espèce de mosaïque, mais qui sait gérer une transparence. Donc voilà, si vous affichez un sprite comme une mosaïque, donc c'est-à-dire une copie ou un splitting classique, vous allez avoir un écrasement du fond. Et ça c'est problématique puisque bon ici j'ai créé une surface avec des sprites, par exemple avec un fond noir. Et on voit que là il va écraser l'herbe sous les pieds, il va écraser le ciel, etc. Alors cet effet de transparence ça a l'air bateau, mais pour le gérer c'est pas toujours hyper simple. Et donc autant héroïque, par exemple je reprends toujours l'exemple du MSX. Le MSX était capable de gérer des sprites de manière très 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 basique, mais il avait de l'électronique qui était capable de gérer quelque part cette transparence et donc de réaliser des blocs. Malheureusement c'était des blocs en une couleur et on pouvait en afficher que 4 horizontalement, parce que si vous en mettiez plus, le 5e disparaissait, enfin 5e, 6e, 7e disparaissait. Donc ça demandait quand même une certaine gymnastique, voire une certaine créativité pour le développeur pour arriver justement à ne pas dépasser cette limite. Alors avec l'avènement de machines plus puissantes comme l'Atari ST, l'Amiga, etc., là on travaillait plutôt sur ce qu'on appelait des masques. C'est-à-dire que pour chaque sprite défini ici, on décrivait son masque. Et donc ces machines permettaient de faire un splitting, c'est-à-dire une copie mémoire, en lui associant une fonction logique. D'accord ? Donc si ici j'avais fait, je considère que le noir, par exemple, le noir en RGB c'est 000. Donc si je fais une copie avec un OU, évidemment, OU avec 000, ça donne le résultat d'avant. Donc là, si j'avais défini du bleu, évidemment, je vais retrouver du bleu. Donc ça aurait bien marché, ça m'aurait éliminé le fond noir ici. Le problème, c'est que le OU, il allait évidemment se faire impacter sur les couleurs de fond. Donc c'est-à-dire que ici, j'aurais certainement eu un mélange entre le jaune ici et le bleu. Et donc j'aurais une couleur tout à fait dégueulasse qui aurait plus du tout représenté la couleur originale du sprite. Et ici, il est probable qu'il serait mêlé à l'herbe, donc j'aurais eu des pieds et une partie des jambes qui auraient été d'une autre couleur que ce que j'ai ici. Donc j'aurais eu un effet assez dégoûtant. Et donc évidemment, faire une simple opération logique, une simple copie en faisant cette opération logique, ça ne fonctionnerait pas, d'où l'idée justement de la création du masque. Puisque le masque, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais le copier avec une fonction et. Alors la fonction et, qu'est-ce qu'elle va donner ? Ici, évidemment, si j'ai du blanc, donc en gros des 1 partout, n'importe quoi multiplié par 1, ça donne toujours la même valeur. Donc le bleu multiplié par le blanc, ça va me donner, ça va laisser le bleu. D'accord ? Par contre, là, j'ai la partie noire, ce sont des 0,0. Et donc, si je fais un et avec des 0,0, ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous va être dégommé, puisque 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Et donc, je vais me retrouver avec la couleur noire.
Et donc ici, ça va me permettre de faire un trou quelque part dans le décor. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va me suffire de faire? Quand j'aurai fini ça, je n'aurai plus qu'à copier, si vous voulez, mon sprite ici, avec un OR, sur le résultat du masque. Et donc là, ça va pas poser de problème, puisque tout ce qui était noir va prendre la couleur originale. Et évidemment, tout ce qui est d'une couleur donnée, si je fais un ou inclusif avec du noir, ça va me donner la couleur originale. Et donc, grâce à ces copies, à l'utilisation judicieuse des masques et grâce au bleeding auquel j'associe une opération logique, c'était une manière de gérer justement la transparence des mosaïques et d'avoir la possibilité d'émuler des sprites. Alors c'était assez lourd comme mécanisme, mais ça marchait pas mal. Alors ici, avec la SDL, c'est beaucoup plus simple, puisque la SDL est capable de gérer automatiquement la transparence sur une surface. Il suffit d'utiliser la fonction SDL setColorKey et la fonction SDL mapRGB, donc sur laquelle on va simplement, ça va nous donner simplement une valeur, un unsigned integer, sur base d'une ce qu'on appelle une chroma key, c'est-à-dire une couleur qui va être considérée comme couleur de transparence. Alors nous, on avait vu qu'ici, la couleur de transparence, c'était le noir, parce que quand on fait un OU sur du noir, sur des zéros, ça donne la même chose. Ici, vous pouvez définir n'importe quelle couleur. Je peux mettre du blanc, je peux mettre du bleu, je peux mettre du violet, je peux mettre ce que je veux et assigner simplement que cette couleur est la couleur de transparence. Donc on en revient un peu à l'idée des fonds verts qu'on a dans les films, où tout ce qui est en vert, quelque part, est considéré comme transparent, donc n'apparaîtra pas à l'écran, ou en tout cas au niveau du rendu. Donc voilà, ça c'est la partie relativement théorique liée à ça. Donc ce que je propose peut-être de faire maintenant, c'est de revenir un petit peu plus dans le code et d'essayer de voir concrètement comment je vais pouvoir gérer ce petit personnage. Alors, il faut savoir que, ça je dois le mettre sur mon Git, parce que pour moi c'est très très compliqué. Donc j'ai simplement été chercher évidemment j'ai créé moi-même des sprites. Ici je les ai zoomés fortement. Donc ça a été une partie très difficile pour moi, c'est de créer ce personnage animé. Enfin, heureusement, une fois que vous avez quelques animations, par exemple à droite, pour les faire à gauche, ça va, il y a des opérations qui vous permettent de faire des copies et de faire des inversions, donc ça pose pas trop de problèmes. Le plus laborieux est évidemment d'arriver à faire ce dessin, en tout cas pour moi, parce que je suis pas très doué en dessin et encore moins au point de croix, donc voilà. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a raconté ici. Et donc qu'est-ce qu'on a raconté ici? On a raconté simplement qu'un sprite avait un certain nombre de propriétés. Et donc moi ce que je vais devoir définir ici quelque part, c'est un anima. Et donc la première chose, c'est de charger la fameuse surface que je vous ai montrée ici dans le jeu proprement dit. Et donc là, je vais travailler évidemment avec une surface tout à fait, enfin une texture plutôt, j'ai envie de dire, tout à fait classique. Alors ici, évidemment, je vais conserver la texture que je vais appeler SDL texture, pardon. Bon, ça sera un pointeur sur player. Je vais mettre un nul. Alors évidemment, pour créer cette texture, je vais devoir très probablement la charger à partir d'une surface. Alors comment j'avais fait ceci? Donc dans le create, j'ai créé ma window. J'ai ouvert mes fontes, j'ai été chercher ma surface ici. Et donc ici, ce que je vais devoir faire, c'est créer très probablement un SDL surface
et je vais l'appeler player, player SFC très probablement. Et là je vais appeler la fonction imgload comme d'habitude, et je vais l'appeler player.bmp parce que je pense que c'est le nom que j'ai donné à cette surface. C'est bien ça, player.bmp. Donc là normalement je devrais avoir chargé cette surface. Donc je sais que je vais pouvoir faire un SDL, je pense, c'est free surface player SFC, puisque bon, une fois que j'aurai créé la texture, j'aurai plus vraiment besoin de cette surface. Par contre, ce qu'il ne faudra pas que j'oublie de faire non plus, si j'ai créé une texture ici pplayer, c'est de faire sauter ma texture pplayer dans le destroy, donc SDL destroy texture pplayer. Voilà. Et je la détruis en avance. Donc on a fait ceci. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien là, il va falloir que je fasse la création normalement de ma texture à partir de ça. Et donc pour ce faire, il va falloir que j'utilise la fonction pplayer égale sdl create texture from surface. Et là, je dois lui passer le p renderer, et je dois lui passer la surface, c'est-à-dire player SFC. Alors attention, ici j'ai dit que dans la SDL, on pouvait utiliser une fonction relativement intéressante qui est SDL setColorKey et qui permet d'associer une transparence à la surface en calculant, si vous voulez, la couleur de transparence au moyen de SDL map RGB qui nous permet de convertir un RGB à partir, une couleur RGB à partir, de calculer le uint correspondant à partir des composantes RGB de la couleur qu'on veut sélectionner. Et donc ça, je vais devoir l'indiquer dans la surface avant d'en faire une texture. Et donc pour ce faire, je vais utiliser SDL set normalement color key, SDL set color key, player SFC, ouais, ça c'est de la vraie couleur. On peut regarder les paramètres, on va les regarder, puisque ici bon, je les connais. Là je vais devoir passer donc là je vais devoir définir le format, de la profondeur, si vous voulez, de cette couleur, hein. C'est du true color, c'est du true color 24 bits ou n'importe quoi, et ça je vais aller le chercher directement dans le format de l'image que j'ai chargée. Donc imgload me charge une image, mais me donne aussi le nombre de bits qui vont être associés au codage de cette couleur. Et donc ici je vais pouvoir utiliser la dénomination 255, 255, 255, donc c'est une dénomination hexadécimale, hein. Et évidemment une composante RGB 255, 255, 255, ça nous donne du blanc. Donc ici le blanc sera considéré comme couleur de transparence. Alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller voir cette fameuse SDL setColorKey, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc si je vais ici, que je tape SDL setColorKey, qu'est-ce qu'il me raconte au niveau des paramètres? Donc ici j'ai j'ai un flag SDL True qui va activer cette couleur, sinon il ne va pas l'activer. Donc c'est pas très intéressant. Et le key, c'est normalement un uint32 qui représente la couleur de transparence. Et ici, en l'occurrence, j'ai converti, si vous voulez, le RGB du blanc pour
en cette valeur de key qui sera utilisée en fait par la fonction SDLColorKey. Donc en appliquant ça, eh bien indirectement je viens de créer quelque part la possibilité de réaliser des sprites. Ok, donc ça c'est un premier point. Donc là j'aurai une texture qui va gérer évidemment la transparence. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, on a défini, de même qu'on a défini des mosaïques, ici il va falloir définir définition des sprites. Okay, alors bon évidemment comme je vais définir quelque part un anima, je vais avoir plusieurs sprites, puisqu'on le voit bien ici. Pour un déplacement sur la droite, j'aurai environ 3 sprites, celui-là, 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 qui vont gérer mon déplacement. Il faudra que je tienne compte aussi du déplacement sur la gauche. Et donc ça veut dire que dans un déplacement tout à fait classique, mon personnage devra utiliser ces différentes positions. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont fait du scratch, c'est vraiment l'idée des costumes. On met différents costumes et puis quand on anime le personnage, en fonction des déplacements, on change systématiquement le costume pour donner une illusion de mouvement. C'est un petit peu comme la magie quelque part du cinéma. Et donc ici ce qu'on va faire, on va définir donc on va utiliser SDLRect. On va dire que pour le sprite du joueur, pour la droite par exemple, les déplacements à droite, eh bien je vais devoir créer, si vous voulez, un tableau avec normalement, il y aurait plutôt 2 images ici. Et je vais initialiser ce tableau avec systématiquement les positions de mes sprites. Alors ici, le premier costume, évidemment, il commence à 0, 0, il se termine à 12 et il a 16 comme hauteur. Le deuxième costume, il va un petit peu plus loin, puisqu'on est dans un déplacement, c'est pas ça, un déplacement classique. Donc lui, il devrait être en 32. 0 toujours évidemment, avec une largeur de 15 dans ce cas-ci et une largeur de 16, une hauteur de 16 pardon. Et enfin le dernier déplacement il devrait être normalement à 48, 0, une largeur de 15 et une hauteur de 16 lui aussi. Alors ce que j'ai fait pour la droite, il faudra faire pour la gauche, donc voilà. Alors pour m'embêter, évidemment ici j'ai très mal calculé mon coût avec mon image, donc je me retrouve ici avec 2. Position 16, donc comme je l'avais dit, ici il est un petit peu décalé, donc on est à la position 16, donc là je m'occupe de celui-ci. On est toujours sur une largeur, là, visiblement ça sur une largeur de 15. Je vais utiliser les paramètres corrects. Là on serait sur 32. Sur le left, laissez-moi regarder parce que j'ai un doute affreux. Ah oui, sur le left c'est pas du tout le même, donc oui, comme on a switché l'image, le personnage suivant évidemment se trouverait plutôt en 17 à ce moment-là, toujours avec 16, toujours avec 15, avec une hauteur de 16, et le dernier personnage se trouverait plutôt décalé à 52, toujours en 16, avec une largeur de 12 comme on avait au départ, et toujours une hauteur de 16. Donc voilà, donc là j'ai défini, si vous voulez, 2 tableaux. Le premier tableau de 0 à 2, donc 3 composants qui va gérer cette partie-là, c'est le right. Et le deuxième tableau gauche qui va gérer les 3 images utiles qui sont ici, puisque l'image de saut, qui sont celles-ci, les images de saut ne sont pas utiles pour le moment. C'est quelque chose qu'on verra après. Alors une fois que j'ai défini ça, il va falloir aussi que je définisse quelque part la destination, c'est-à-dire la position par rapport à mon anima. Donc c'est à nouveau un rectangle,
Et je vais l'appeler SPR Player, parce que mon player, bah, c'est un anima, hein, c'est pas bêtement un sprite. Je vais donner sa destination, et sa destination, je vais dire que c'est pour l'heure 0,0,16,16, donc c'est là où je vais le copier, en tenant compte d'une transparence, et évidemment les valeurs ici seront adaptées en fonction de la position de mon personnage. Et cette position, je vais l'appeler inPlayX égale, je vais mettre mon personnage à 16 en coordonnées X, et en coordonnées Y, je vais le mettre à par exemple 128. Okay, donc là, je vais initialiser mon personnage sur l'écran pour démarrer, si vous voulez, le jeu. Donc ça c'est de l'assez grand classique, ça veut dire qu'il va se retrouver ici en bas de l'écran et légèrement décalé sur la droite de 16 pixels. Donc ça c'est la partie utile ici. Display texte, j'en ai pas besoin évidemment. Process intro, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, ce qui va m'intéresser plus, c'est update game et process game. Et donc, dans l'update à ce moment-là du jeu, je vais devoir évidemment tenir compte de l'affichage de mon fameux sprite. Et donc voilà, donc ça va être un petit peu plus compliqué, puisque évidemment je vais devoir tenir compte de la direction dans laquelle je suis, puisqu'en fonction de la direction, j'afficherai le tableau gauche ou le tableau droite. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, donc on a un premier render copy ici qui est tout à fait cohérent. Eh bien, on avait défini une structure ici SPR player dest qui était initialisé à 001616. Et bien là, dest.x, je vais la mettre à play.x, et SPR player dest.y, je vais la mettre à play.y. Donc ça ce sera les valeurs par défaut, ce sera donc 16 et 128 dans un premier temps, et là je vais tester quelque part la direction de mon sprite. Donc ça je ne l'ai pas encore défini, ça va être une valeur globale. Donc j'ai testé la direction de mon anima, et en fonction de la direction de mon anima, par exemple je vais l'appeler CEP dire left ou right par exemple, voilà. À mon avis je vais devoir afficher plus que... non, je ne vais afficher qu'un seul truc. Et bien là je vais pouvoir faire un render copy du p renderer, évidemment, de la structure de la surface, pardon, pPlayer, la texture pPlayer, ça me paraît relativement, ouais, plus ou moins cohérent. Là, je vais passer l'adresse de mon tableau, du résultat de mon tableau, c'est-à-dire, comme je suis dans une direction droite, je vais player right. Et ici, je vais faire une petite astuce. Donc, je passe l'adresse du rectangle que j'ai obtenu. Et je vais lui passer simplement une valeur que je vais appeler costume, qui est la valeur d'animation courante. Donc ça aussi c'est une variable globale que je vais devoir définir. Et là je vais à ce moment-là devoir lui passer la surface, pas la surface mais
Donc ça va me donner la position initiale du sprite, et ça devrait me donner la position target, c'est-à-dire le player dest, ça j'en veux pas, player dest que j'ai défini ici. Donc ça, avec play x, play y, ceci c'est le rectangle défini ici. Ça c'est le rectangle qui va positionner, si vous voulez, mon sprite dans la texture chargée qui contient les différentes images ici avec leur transparence, en l'occurrence ici le blanc qui sera considéré comme transparent. Et donc je vais réaliser cette copie. Alors je fais exactement la même chose ici. Je peux considérer un else if direction égale cep dir.left. Alors si je me dirige vers la gauche, à ce moment-là, je dois considérer autre chose. Je fais bien sûr un SDL render copy de sur mon prenderer de la texture pplayer en tenant compte non plus de la définition droite mais gauche de mon personnage sur la texture, en fonction évidemment de l'animation que je veux, du sprite d'animation correspondant. Et c'est la même chose ici, je peux faire spr player dest. Ou alors il y avait moyen de faire ça de façon moins dégueulasse. Il y avait moyen de lui dire directement ici quel rectangle il devait prendre. Enfin bon, c'est pas très grave de le faire comme ça. C'est juste pour la beauté du geste, j'ai envie de dire. Donc ici, on vient de créer, si vous voulez, cet affichage, donc ce rendu, et on a trois éléments à créer. On a tout d'abord une variable direction à définir. Donc je vais mettre une variable entière de direction. Donc ici je vais mettre int direction. Et je vais mettre par défaut que c'est égal à sep dir right. Et évidemment sep dir right, il va falloir le définir quelque part. Alors je vais mettre que define sep dir right c'est égal à 0 et define sep dir left c'est égal à 1. Voilà. Donc là j'ai défini ma direction, j'ai défini les variables, enfin les constantes si vous voulez associées, et ici il faut initier costume que je vais mettre évidemment à 0. Et donc là c'est juste un essai d'animation, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Maintenant il va falloir compléter, si vous voulez, la boucle du jeu dans laquelle normalement ça serait pas mal de passer un événement de type SDL event comme on avait fait la dernière fois. Voilà, et donc ici ce qu'on fait, alors je pense qu'on avait fait ça, on refait un peu la même. Ouais, là j'avais travaillé avec un p-event et c'était relativement casse-pied, si je me souviens bien, puisque dans la boucle principale, donc dans la loop, laissez-moi regarder 2 secondes. Oui, dans la loop ici, là quelque part on crée un event. Ouais, donc là ça veut dire que l'event serait copié, donc ouais c'est pas génial. Donc il faut reprendre la même idée. Pour ce qui est du process game, donc là il faut reprendre évidemment ceci.
Et donc c'est pas un event, mais c'est bien sûr un p-event. Voilà. Et donc ici, à nouveau, on va devoir travailler quelque part sur le keyboard event qui va m'intéresser. Donc je vais essayer de déterminer la touche sur laquelle, la touche qui a été pressée en tout cas. Donc là je fais un switch sur l'event type. Alors ça c'est pas gagné parce qu'évidemment c'est pas l'event type mais c'est le p event type. Si j'ai pas de niaiserie. Et ce que je vais peut-être faire ici, bah, c'est m'arrêter plus ou moins ici et déjà essayer de compiler pour voir déjà ce que ça va donner. Alors oui, il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai pas envie de m'embêter. Donc là, on est dans l'intro, on est dans le process game et on a bien passé la variable event. Ici, j'ai pas envie de m'embêter parce que on va passer directement donc dans le statut du jeu. Et bien, on avait status game. Donc voilà. Et donc ici, dans le statut qui doit être initialisé quelque part, plutôt que de m'amuser à passer par l'écran d'intro, je vais directement passer par l'écran jeu. Ça nous fera comme au Monopoly, on passe pas par la case départ. Et ici, ce que je peux faire, c'est maintenant un make et m'amuser évidemment à corriger tous les bugs dégueulasses qu'il y a là-dedans. Ouais, parce que évidemment, moi, je suis très curieux que play n'ait pas été fait. Oui, évidemment. Évidemment. Donc ça c'est faux, c'est normal. Bon, si je reviens dans le code, donc qu'est-ce qu'on a dit comme erreur? Donc on a les play qui sont pas bons. Parce que c'est play x, play y, et évidemment là on les a définis. Donc dans l'init scene, dans l'update game, c'est ici. Donc ça c'est pas bon, puisque ça c'est ceci. Et ça évidemment c'est cela. Et on avait comme autre problème casse-pied, la définition ici c'est pas SDLK mais c'est bien SDL, je sais plus ce qu'on avait comme autre bêtise. Si on a que ça comme bêtise on n'est pas mauvais. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il est pas content parce que ouais, il me dit que j'ai trop d'éléments dans ma structure, ça me paraît quand même fort étonnant. Et même chose, il me dit ici que j'ai trop d'éléments dans ma structure. Ça c'est plutôt gênant. Bon, donc qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ici? Donc quelque chose qui me paraîtrait quand même fortement 0. Normalement on a l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Alors, est-ce que j'aurais raté une... Ouais, là il est content. Donc visiblement, c'est assez étonnant. Et, oui, donc dans l'initialisation du tableau, j'ai effectivement trois éléments, mais qui commencent, oui c'est ça, donc l'initialisation il me dit j'ai trois éléments, mais l'index commence à 0, donc c'est 0, 1, 2, mais en réalité il y a trois éléments. Ouais, il n'a pas tort, c'est plutôt logique. Donc ici on a pu compiler sans trop de casse, ce qui n'est pas toujours gagné. Donc l'event type que j'ai ici, si je relâche la touche en fait, donc c'est un peu ça l'idée, donc en cas de SDL key up, je vais considérer que le costume revient à sa valeur initiale, donc je mets le costume pour ne pas le figer sur une position animée. Je le fige sur une position d'attente. Donc là je mets un petit break, puisque je vais pas combiner ça avec le SDL key down. Alors pour le key down, là c'est un peu plus compliqué. Donc ça, ici j'indique que je vais presser une touche. Ici je vais essayer de voir quelle touche j'ai pressée évidemment, parce qu'en fonction de la touche que j'ai pressée,
il y a des choses qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc ici, je dois considérer que je dois récupérer, ça c'est la même problématique que la dernière fois. Donc qui doit récupérer le p-event key normalement, mais il faut faire attention que c'est pas un objet key, mais c'est bien un pointeur. Ah, ça devrait même s'appeler p-key ce machin, ça serait déjà un peu plus logique. Ouais, si on ne travaille pas comme un dégueulasse, on voit que c'est un pointeur sur la clé. Et donc là, normalement, il faut mettre une opération d'adresse, puisque c'est l'adresse du key qui m'intéresse et pas le key lui-même. Donc voilà, et donc ici ce que je peux faire, ben, c'est tester que si mon p-key donc keySym pour keySymbol.sim est égal à sdl. Attention que là c'est bien sdlk write, donc ça je vous conseille de retourner voir justement dans la gestion des événements keyboard. On avait la liste des différentes keys qu'on pouvait utiliser. On avait déjà vu ça dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas revenir dessus. Et bien ce que je vais faire, si j'ai pressé la touche de droite, eh bien je vais simplement normalement incrémenter ma direction. Donc je vais ajouter par exemple la valeur 4 à mon X en faisant quand même attention de ne pas déborder l'écran. Donc si mon X, qui aurait été mon play X, d'accord, que je vais incrémenter de 4. Alors ça je l'ai peut-être pas vu le plus égal 4, mais quand on écrit play, enfin quand on écrit une variable plus égale 4, c'est écrire, c'est la même notation qu'écrire var égale var plus 4. Enfin, c'est d'affecter dans la variable en question cette variable augmentée de 4. Alors ça il faut faire attention parce que c'est une double affectation, donc en fait dans le x qu'est-ce que je fais, j'exécute cette instruction qui va incrémenter x de 4 et je vais comparer que le résultat si il est inférieur à 304, parce que mon écran fait 320, donc 320 moins 16, si je veux pas qu'il sorte de l'écran, ça fait 304. Et bien à ce moment-là, mon fameux play x sera égal à 304. Donc ça c'est un premier point. Alors attention ici que la direction, puisque j'ai appuyé sur cette touche, je dois dire dans quelle direction je vais, sinon ça marchera pas. Est égal à dire right. Si je fais pas ça, évidemment, il va afficher n'importe quoi. Il affichera toujours, quelle que soit la direction où je vais, il affichera toujours le sprite du premier tableau, c'est-à-dire le sprite par exemple de la droite. Dans ce cas-ci, ça ne posera pas de problème, mais dans d'autres cas, ça pose quand même un peu problème. Ici, je peux écrire que le costume, c'est égal à costume %3. Donc normalement, je devrais l'incrémenter. Ouais, donc je vais faire un costume plus. Je l'incrémente. Puisqu'évidemment, je passe, donc en gros, je passe au costume suivant, quoi. Donc je vais passer à celui-là, puis je repasse à celui-là, et puis je reviens à celui-là. C'est ça qui indique le modulo. En fait, je ne peux pas dépasser une valeur supérieure à 2. Hein, je prends le reste de la division, donc j'aurai toujours ici 0, 1, 2. Si divise par 3, j'aurai 0. Sinon, j'aurai un reste de division qui vaudra 1 et 2, mais je ne serai pas plus haut que 3, et donc je ne dépasserai pas, si vous voulez, la limite dans mon tableau. N'oubliez pas que le tableau définit 3 éléments, mais indicés de 0 à 2. Voilà. Donc ça c'est quelque part la chose que je voulais déterminer ici. Sinon, si le p-key par exemple, keySym est égal à sdlKey left, à ce moment je fais exactement tout le contraire.
c'est-à-dire que je vais devoir décrémenter, donc je vais dire que si play x moins égale 4 est plus petit ou égal à 0, et bien mon play x sera égal à 0. C'est une façon de ne pas lui faire dépasser le bord. Alors direction ici, elle sera pas la même. Par contre, oui, le code du costume, il sera le même. On a même pu le mettre en dehors du if. Bon, c'est pas très grave, mais... Non, ça c'est pas bon. C'est complètement faux. Donc, attention, ici, la direction, c'est left. Et ceci, évidemment, n'a pas à être là. Donc c'est là, ça c'est le if. Et là, on n'est plus dans un if, mais on est bien en dehors. Alors, faisons très attention ici, parce que je n'ai absolument rien synchronisé. Donc je risque quand même d'avoir quelque chose de pas très joli, même si ça marche en termes d'animation, parce que rien n'a été synchronisé. Évidemment, ça ne marche pas parce que il n'est pas content, je sais pas trop pourquoi. Oui, parce qu'évidemment j'ai mis un point virgule sur le case key down, ce qui est évidemment totalement foireux. Et j'ai toujours un problème similaire. Bon, visiblement j'ai un problème dans mon if ici. Le break c'est correct, et le key down c'est correct, p key est égal à ça serait lui qui l'embêterait. Bah il doit non quand même ça. On va regarder. C'est à cause de lui que j'ai le problème, c'est possible, parce que... Non, c'est vraiment pas à cause de lui. Oui, parce que c'est normal, si je mets pas le if, évidemment ça fonctionnera pas. Oui, ça c'est pas génial, évidemment. Ligne 234. Misleading indentation, this statement, but later is misleading indented. The right. 234. Oui, c'est vrai que l'indentation n'est pas terrible, effectivement, je suis assez d'accord avec lui. Ah bah si c'est ça, il est très intelligent. Ouais, c'était ça. Et il est très malin, parce qu'en fait, comme l'indentation était foireuse, il a dit, attention, si vous voulez mettre tout ça dans ce bloc, vous devez mettre une accolade qui commence ici et qui se termine ici. Or moi, je veux pas mettre ça dans le bloc, moi je veux juste ça qui est exécuté. Je ne veux pas exécuter ça. Ça doit être exécuté tout le temps, quelle que soit la... qu'on ait atteint la limite de l'écran ou pas, ces trois instructions doivent être exécutées, donc elles sont parfaitement mises là où elles sont. Ça c'est une approche très Python finalement, hein, puisque il se base sur l'indentation pour dire faites attention là, potentiellement vous avez fait une erreur. Donc c'est vraiment pas mal ça. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lancer le petit programme. Alors normalement, on devrait démarrer dans le jeu, hein, si j'ai pas fait trop de conneries. Ben voilà, donc là, c'est pas si mal. C'est pas terrible, hein, puisque visiblement mon personnage n'est pas bien mis. Il devrait être à mon avis à 8 de plus, donc il devrait être probablement à 136 et pas à... ça c'est les aléas de la programmation, hein, évidemment. Donc ici je le mettrai plutôt à 136. De l'importance de savoir compter. Et voilà. Donc ici mon déplacement, ouais, c'est un petit peu pas génial.
Bon, il y a un peu de scintillement. Il est un peu trop rapide parce que bon, il est pas synchronisé, hein, donc j'ai pas encore mis la synchro. Et la synchro, il faut utiliser justement le fameux SDL delay. Donc il faudrait mesurer le temps et synchroniser. Le seul petit souci que j'ai, c'est que ma vidéo est déjà, à mon avis, suffisamment longue, donc je vais m'arrêter ici et j'expliquerai la synchronisation dans une prochaine vidéo. Voilà, merci de votre attention en espérant que ça vous ait plu. Bonne soirée.